une chose, monsieur Christian, quand j'ai déposé, avant qu'on ampute le bras de l'enfant, j'ai été agressé. On m'avait envoyé des gens pour me menacer et me ravir le téléphone, vu qu'ils avaient compris que j'avais des preuves dans le téléphone. Donc, il fallait qu'ils m'envoient des gens à mon service de m'agresser et me ravir le téléphone pour faire disparaître des preuves. Alors, est-ce que je Vous suis en train de comprenez? comprendre? Oui, c'est ce que je dis là. Est-ce que je suis en train de comprendre que finalement, dans ces hôpitaux, il y a des réseaux criminels comme ça, qui font certaines choses et ne veulent pas que cela conspire, c'est-à-dire que l'on puisse, par exemple, informer le ministère ou qu'on aille en justice comme vous l'avez fait. Et tout à l'heure, on va le comprendre parce que finalement, ça me rappelle un peu, bon encore, ça reste à vérifier. Nous avons appris également qu'il y a un colonel qui a donné la mort à sa femme, qui travaillait aussi à l'hôpital, mais que sa femme qui serait évidemment dans ces réseaux criminels en train de précipiter certains patients à la mort. Et que cela, bon, je ne sais pas comment ça se passe, ça leur rapporterait beaucoup d'argent. On va revenir sur ce dossier dès qu'on aura évidemment plus d'informations et plus voilà, de précision sur cette affaire. Et donc là, quand vous expliquez là, je suis en train de comprendre, je l'ai dit tout à l'heure, que finalement, il y a des réseaux criminels dans nos hôpitaux au Congo-Brazzaville. Parce que vous dites qu'on vous a envoyé des gens pour venir vous menacer, vous agresser, vous prendre votre téléphone, parce qu'ils savaient que vous avez quelques éléments de preuve dans votre téléphone, notamment les images, et c'est ça. Et ils vous ont ravi le téléphone, c'est C'est- ça? Oui, oui, on m'avait ravi le téléphone, pas Alors ça donc vraiment clair. après Parce que, voilà après ce qui s'est passé à l'hôpital, vous avez perdu votre fille. Vous dites et vous réitérez d'ailleurs par erreur médicale et vous rappeliez d'ailleurs pendant cette période, vous avez constaté et c'est ce qu'on vous a dit. D'abord, il y a une infirmière qui vient demander à Madame que s'est-il passé. C'est Madame qui retorque, c'est vous qui devez me dire que s'est-il passé. Et voilà, le professeur Ekouya vous fait savoir que ça doit être, enfin, avec ces mots, bien entendu, hein, il vous fait comprendre que ça devrait être une erreur médicale et que cela arrivait souvent dans leur hôpital. Quelque temps après, on vous dit qu'il faut amputer à nouveau le bras de l'enfant parce que la première opération n'avait pas réussi, ce qui est fait, mais après, bon, l'enfant décède et vous décidez donc de porter l'affaire au tribunal. Et vous êtes menacé, c'est ce que vous nous avez dit, on vient vous piquer le téléphone parce qu'il se disait que il y a des preuves dans le téléphone, notamment les images et je ne sais pas si les audios aussi. Et donc vous arrivez au tribunal. Alors là-bas, le juge vous fait savoir que le CHU, le centre hospitalier de Brazzaville, est une grande institution. Il faut donc avoir un bon avocat et une façon de vous, en fait, de vous intimider pour dire ça ne sert pas de suivre, oui, voilà, oui. cette voie parce que ça risque de ne pas aboutir. En réalité, en d'autres termes, c'est ce qu'il voulait vous dire. Ça, c'est le juge qui vous le dit. Et vous constatez que depuis que vous avez porté plainte, voilà, ça tergiverse, rien n'est clair. On vous a auditionné, vous avez dit en avril, c'est ça. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'est clair. On ne vous a pas fixé une autre date, c'est-à-dire un autre rendez-vous formel pour repartir en justice, c'est ça? Et ils vous disent d'attendre à Oui, la oui. maison. Il n'y a pas une... Ah, il me dit d'attendre à la maison. Mais pas une date fixe et tout. On me dit juste d'attendre à la maison. Et à l'hôpital, même, il y a des infirmières qui le disaient. Nous, si on arrive en justice, on gagne toujours. Et il y avait aussi l'autre là, un juriste au CHU qui m'avait dit l'affaire de parquet, vous allez faire juste des tours et jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer. Vous voyez, c'est un genre de raisonnement. Bonjour Gadilou, et comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Ça va un peu, Monsieur Christian? Merci de nous revenir sur R7 Gadilou. Il y a 5 mois de cela, plus précisément, le 13 mai 2025.
2024, vous nous partagiez sur ce même plateau votre peine d'avoir perdu votre fille au centre hospitalier de Brazzaville par erreur médicale, disiez-vous, et vous promettiez d'ailleurs de porter l'affaire au tribunal. L'aviez-vous fait? Et qu'en est-il à la date d'aujourd'hui? Nous sommes le 2 novembre 2024. C'est quoi la suite? Bon, merci, Monsieur Christian Perrin. Ça me fait encore plaisir de me recevoir encore sur votre plateau. Mais sauf que depuis que j'avais déposé la plainte, et j'étais auditionné une seule fois, mais malheureusement, jusqu'alors, il n'y a pas une bonne suite. On me fait marcher de va-et-vient, que ce soit au niveau de juge, que ce soit au niveau de mon avocat. Il n'y a pas la bonne suite. En fait, quand vous dites il n'y a pas la bonne suite, à quoi faites-vous allusion? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, la fois passée, quand j'étais chez le juge, j'étais reçu par son directeur de cabinet et l'autre là, son secrétaire. Elle m'avait demandé de rester à la maison, d'attendre l'appel à la maison. Moi, je l'avais fait comprendre que aujourd'hui, quand on dépose une plainte, on doit quand même savoir ou connaître euh, on est à quel niveau et de quelle date qu'on pourrait encore revenir. Mais eux, ils ne me disent pas. Ils me demandent juste de rester à la maison. La fois passée, la secrétaire me demande que non, d'aller voir l'avocat. Je suis allé voir l'avocat. L'avocat me dit non, ce n'est pas à moi de donner le jour ou la date de confrontation, vu qu'on m'avait parlé de la confrontation. Donc, allez voir ton avocat va te dire quelle date qu'on va vous mettre en confrontation. Et quand je suis allé voir l'avocat m'a dit non, c'est à eux, le juge, au juge de proclamer le jour de confrontation. Donc, c'est ça. Pardon, avant de Donc, continuer, jusqu'alors, pardon, il s'agit de quel tribunal, là? Où est-ce que vous avez déposé la plainte? j'ai déposé la plainte au tribunal de grandes instances de Brazzaville, la porte 45, cabinet numéro 2. Et vous avez déposé la plainte pour quoi concrètement? Bon, contre le service néonatologie de CHU, par la mauvaise manipulation et l'incompétence de médecins qui avaient causé la mort de ma fille. Est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode? Je sais que c'est un peu difficile de rappeler comment les choses se sont passées, mais pour évidemment l'intérêt de nos téléspectateurs, est-ce qu'on peut revenir en quelques mots, bien sûr, hein, comment ça s'était passé? Oui, merci. Au fait, le fait s'est produit le 27 mai 2023, jour à laquelle ma fille était née au centre de santé intégré d'Inzuli, en Filou. Le même jour, elle a été évacuée au CHU de Brazzaville, précisément au service néonatologie, qui est dirigé par le professeur Ekouya. 3 jours après, l'enfant commençait à manifester des crises et à pratiquement une semaine s'est ajoutée de rougeur, de saignement plutôt, au niveau de narines. Et moi et ma femme, nous sommes allés voir les personnels du service pour administrer le médicament au lieu des injections, vu la fragilité de l'enfant, mais une chose qui a été refusée par le service. Et après 3 semaines, donc 16, le 16 juin, à 22 heures, lors de ma dernière visite à l'enfant, l'enfant n'avait pas un problème au niveau du cou jusqu'au pied. C'est le lendemain, le 17 juin, je suis allé voir l'enfant, j'ai remarqué le bras Pardon, gauche de l'enfant était enrougi. le 17 juin 2023, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, vous pouvez Le continuer. matin, j'ai remarqué le bras de l'enfant enrougi. Et le 20 juin plutôt, je suis allé voir le matin là, le matin du 17 juin. Il y a une infirmière qui était venue voir ma femme, demandant à ma femme pour le dégât
Oh non, l'enfant a eu quoi? Ma femme répond à cette infirmière ainsi. La question que vous me posez, c'est à moi de vous poser la question parce que c'est vous qui gardez l'enfant. C'est vous qui traitez l'enfant. Nous, nous sommes en dehors. Donc, la question que vous me posez, c'est à moi de vous poser cette question. Et comme ma femme m'a donné cette information au téléphone, je l'ai confirmé, oui. Moi, avant de sortir, j'ai vu le bras gauche de l'enfant était enrougi. Ma femme me dit, là où je vous parle, le bras de l'enfant est devenu rouge inerte, donc ça ne bougeait plus. Et le 20 juin, je suis allé voir le professeur Ekouya dans son bureau pour demander ce qui est arrivé à l'enfant. Le professeur Ekouya me dit ainsi que non, même moi, ça me paraît étrange de voir ça parce que ça s'est produit pendant la week-end et personne n'a mentionné dans le document médical de l'enfant, personne ne m'a donné information. Donc, hier lundi, si je n'ai pas passé visite, je ne voulais pas voir ça. Mais à l'instant, ce genre de cas, ça nous arrive souvent. On va faire juste le pansement, ça va aller. Ça, c'est le professeur Ekouya qui me répond ici. Le 26 juin, le service néonatologie nous fait savoir que non, on va vous changer le service, donc en chirurgie pédiatrique, pour une continuité de pansement. On a changé l'enfant le service, arrivé en chirurgie pédiatrique le même jour-là, le 26, le 27, le 28, le 29, le personnel, donc le responsable du chirurgie pédiatrique, m'appelle moi et ma femme dans son bureau pour me dire que non, là où je vous parle, dès que vous sortez, dès que vous sortez dans mon bureau, donnez le lait à l'enfant, vu qu'elle prenait juste le lait artificiel. Avant 14 heures, on va amputer le bras de l'enfant. J'ai dit, on va amputer le bras de l'enfant pour quelle cause? Non, l'enfant a la gangrène. Moi, je ne connaissais pas la définition de la gangrène. J'ai demandé, la gangrène due à quoi? Il me répond, non, la gangrène, c'est une mauvaise manipulation des injections. Donc, à l'instant où je vous parle, avant 14 heures, on va amputer le bras de l'enfant. Ma femme s'est mise Pardon, à on pleurer. va J'ai essayé de continuer consoler ma tout femme. à l'heure, on va Elle continuer. me Alors, dit, pardon, on va continuer tout à l'heure. Vous êtes en train de dire, vous étiez à l'hôpital, madame venait de mettre au monde et l'enfant était en néonat, c'est ça. Euh, Tout ça. bébé qu'il était, on lui a mis donc des perfusions, c'est ça, et que vous avez constaté à un moment donné, à l'endroit où on mettait donc les perfusions, la zone avait rougi, c'est ça. Et après, bon, voilà, ça a pris un peu, voilà, de l'ampleur. Et c'est l'infirmière qui vient poser la question à madame pour savoir que s'est-il passé. Et madame de retorquer, mais Oui, c'est à moi de vous poser la question parce que, en fait, elle n'est pas médecin, elle n'est pas infirmière, donc elle ne sait pas comment ça se passe. Et vous êtes allé voir le professeur Ekouya pour rapporter les faits. Et le professeur Ekouya vous dit même lui, il était surpris de le constater parce que finalement, personne n'a mentionné sur le dossier médical qui est passé par là, qui était en train de s'occuper de l'enfant qui avait mis cette perfusion et que ces choses-là arrivent souvent dans leur hôpital, c'est ça, et ils vont voir comment ça va se passer. Quelques temps après, vous dites, après, on vient vous annoncer que finalement, le bras doit être amputé. C'est ça. Et quand vous oui, avez posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a parlé de la gangrène et vous ne saviez pas ce que ça voulait dire. Et après, on vous a expliqué que la gangrène, c'était dû finalement à à une mauvaise manipulation de l'injection. Et donc, on peut parler d'une erreur médicale. Et la suite, c'est quoi? On ampute le bras de l'enfant, c'est ça. Il a quel âge? Elle a quel âge? Parce que c'était une fille, vous avez dit. oui. Oui, quand on avait amputé le bras, l'enfant avait 1 mois et 3 jours. Alors donc, on a amputé le bras de l'enfant. La suite, c'est quoi? Que s'est-il passé concrètement après? Oui, quand on a amputé le bras, quand on a amputé l'enfant, nous sommes restés dans le service chirurgie pédiatrique pendant 2 semaines. Le 11 juillet, on nous donne le billet de sortie pour nous dire que non, là, vous pouvez vous rendre à la maison.
Moi, je dis non, je ne peux pas rentrer comme ça. L'enfant n'est pas encore en bonne santé, je ne peux pas me rendre. Oh non, il reste juste le pansement. Vous venez au pansement et ça va aller. Et je n'étais pas d'accord, vu que le même jour qu'on m'avait donné le billet de sortie, le 11, donc d'après eux, c'était le jour qu'on voulait sortir. Moi, je n'étais pas d'accord. Le lendemain, le 12, je suis allé voir le directeur général du CHU. Je suis allé lui voir dans son bureau pour lui expliquer les faits. Monsieur le directeur me dit, non, je vais écouter les deux rapports de deux services, donc chirurgie pédiatrique et néonatologie, et après, vous laissez vos coordonnées. Après, on va vous appeler. Moi, j'ai dit, non, monsieur le directeur, mais l'enfant a amputé le bras. Moi, je ne peux pas seulement sortir comme ça. Non, 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 comme on vous a demandé de sortir, reste juste le pansement, aller à la maison et vous revenez pour le Pardon, pansement. Et Gadilou, on nous avait, quand nous, pardon, Gadilou, lorsque les médecins, sinon l'hôpital vous demande de rentrer chez vous, quel est l'état de santé de l'enfant? Vous, quand vous regardiez votre fille, quel l'état, était son état? Un état alarmant? l'état était toujours critique. Quel était l'état de l'enfant, vous, quand vous observiez votre enfant, votre fille? Dans quel état la trouvez-vous? L'enfant n'était pas en bon état. L'état de l'enfant était toujours critique. Donc, d'après moi, je ne voulais pas sortir parce que l'enfant n'était pas encore en bon état. Mais donc, je peux dire qu'ils m'ont forcé la sortie. Ils m'ont forcé la sortie et ils me demandent encore de rester deux semaines à la maison. Et après 2 semaines, on repartait encore pour le pansement, donc 2 fois par semaine, lundi et jeudi. Mais pendant qu'on était à la maison, même avant de sortir de l'hôpital, il ne supportait pas la douleur. Elle ne supportait pas la douleur. Jusqu'à ce qu'on était arrivé à la maison, tout ce que sa maman donnait à l'enfant, tout ce qu'on faisait, vraiment, l'enfant ne supportait pas la douleur. Il ne faisait que pleurer. Et j'avais dit aussi au médecin que non, l'enfant ne supporte pas la douleur. Et il me demande, non, ça va aller. Et après 2 semaines de pansement, on me demande encore d'amputer le bras pour une deuxième fois. Donc, couper la partie restante. J'ai dit quoi? Ça devient quoi? L'enfant à son état, à son âge, vous avez amputé la première opération, vous l'avez raté. Et vous me Pardon, demandez encore de faire voilà, une pardon, deuxième fois. Non. Gadilou, s'il te plaît. Gadilou, pendant que le réseau est en train mais vraiment de faire des caprices, bon, ça se comprend après, c'est le Congo et donc le réseau Internet est en train de vaciller, il est vraiment instable. Alors donc vous étiez en train de dire, après qu'on a amputé le bras, on vous a demandé de rentrer chez vous et vous, pourtant vous constatez que l'enfant n'allait pas bien. On vous a donc forcé de rentrer pour finalement suivre les séances de pansement, c'est ça. Repartir 2 semaines après, ainsi de suite. Et vous avez continué et finalement on vous dit qu'il faut amputer encore de C'est ça. nouveau le bras parce que probablement que la première opération n'avait pas réussi, c'est ça. C'est ça. Et moi, je n'étais pas d'accord. J'avais demandé l'évacuation sanitaire. Oh, ils avaient refusé. Oh non, nous, on est d'accord de faire, on est capable de faire l'opération pour une deuxième fois. Je leur avais même dit que vous êtes incompétent. Moi, je ne peux pas accepter ma fille à cet âge. En un mois et 3 jours, vous avez amputé et l'opération a été ratée. Là, ma fille, elle a encore une douleur, il a encore la douleur. Vous demandez encore d'amputer l'enfant dans ce pays. Je dis non. Évacuer ma fille à l'étranger, qu'elle va aller suivre les soins médicaux là-bas. Ils avaient refusé. J'étais obligé d'écrire même jusqu'au ministère des Affaires sociales. Mais le ministère des Affaires sociales ne m'avait pas accordé vu que les médecins ils n'étaient pas d'accord de cette évacuation-là. Donc, ils m'avaient demandé de rester 2 semaines et après 2 semaines de repartir encore à l'hôpital pour trouver la solution. Et avant 2 semaines, c'est là où ma fille est morte. Et Et oui, vous disiez, moi, j'avais allez-y. déjà déposé,
avant que ma fille meure, j'avais déjà déposé la plainte au niveau de l'autre là, du parquet, et j'avais écrit au ministère de la Santé. Et le ministre avait envoyé une délégation à l'hôpital. Ils avaient trouvé une solution. Entre eux, non, ils devaient prendre la charge de toute la vie de ma fille. Quand ma fille est morte, ils m'ont parlé de ça. Ils n'étaient pas d'accord. Il ne fallait pas que je puisse déposer la lettre auprès de ministère de la Santé parce que j'avais déposé la lettre. Et l'autre là, les photos, y compris les photos. Y Lesquels compris les n'étaient pas, photos. Mais lesquels n'étaient pas d'accord que vous déposiez une lettre, c'est-à-dire que vous informiez le ministère. Lesquels n'étaient pas d'accord? Les médecins, c'est ça? les oui, les médecins. Et une chose, monsieur Christian, quand j'ai déposé, avant qu'on ampute le bras de l'enfant, j'ai été agressé. On m'avait envoyé des gens pour me menacer et me ravir le téléphone, vu qu'ils avaient compris que j'avais des preuves dans le téléphone. Donc, il fallait qu'ils m'envoient des gens à mon service de m'agresser et me ravir le téléphone pour faire disparaître des preuves. Alors, est-ce que je Vous suis en train de comprenez? comprendre? Oui, c'est ce que je dis là. Est-ce que je suis en train de comprendre que finalement, dans ces hôpitaux, il y a des réseaux criminels comme ça, qui font certaines choses et ne veulent pas que cela conspire, c'est-à-dire que l'on puisse, par exemple, informer le ministère ou qu'on aille en justice comme vous l'avez fait, et tout à l'heure on va le comprendre, parce que finalement, ça me rappelle un peu, bon encore, ça reste à vérifier. Nous avons appris également qu'il y a un colonel qui a donné la mort à sa femme, qui travaillait aussi à l'hôpital, mais que sa femme qui serait évidemment dans ces réseaux criminels en train de précipiter certains patients à la mort. Et que cela, bon, je ne sais pas comment ça se passe, ça leur rapporterait beaucoup d'argent. On va revenir sur ce dossier dès qu'on aura évidemment plus d'informations et plus voilà, de précision sur cette affaire. Et donc là, quand vous expliquez là, je suis en train de comprendre, je l'ai dit tout à l'heure, que finalement, il y a des réseaux criminels dans nos hôpitaux au Congo-Brazzaville. Parce que vous dites qu'on vous a envoyé des gens pour venir vous menacer, vous agresser, vous prendre votre téléphone, parce qu'ils savaient que vous avez quelques éléments de preuve dans votre téléphone, notamment les images, et c'est ça. Et ils vous ont ravi le téléphone, c'est ça? Oui, oui, on m'avait ravi le téléphone. Vous savez, monsieur Christian, quand je Et suis ceux allé qui vous voir ont, pardon, le pardon, directeur, ceux qui vous ont ravi le téléphone, vous les connaissez? Ou c'est des personnes non, inconnues? c'est une personne inconnue. C'était pour la première fois que je vois cette personne. C'est une personne inconnue. Je ne les connaissais pas. Ça se passe comment? Parce que ça pouvait être aussi un petit vol comme ça, de téléphone, comme de coutume. Qu'est-ce qui vous fait dire que finalement, c'est lié à votre affaire de, voilà, de l'hôpital? Ce vol, bien sûr. C'est Oui, c'est lié à mon affaire. Pourquoi? Parce que quand j'ai expliqué ça à l'un des autorités de ce pays, il m'avait dit, ce monsieur-là, il m'avait dit que ceux qui t'ont ravi le téléphone, c'est les médecins de CHU qui l'ont envoyé. Comment ça se passe d'abord? Comment Parce ça se qu'après, déroule? j'avais Quand la personne arrive vers toi ou devant toi, comment ça se passe? Ça peut nous permettre de comprendre aussi. Qu'est-ce qu'il fait concrètement oui, avant de s'emparer avec du téléphone plutôt? il était venu à l'atelier me parler de venir de forme du travail que je fais. Il vient là, on a un travail au centre-ville, il y a ma soeur qui a besoin de vous. Donc, il voulait vous voir et puis vous allez discuter avec lui. Et à la fin, on va vous donner ce travail. Vu que j'étais dans le besoin, j'étais obligé de m'approcher auprès de, de ma cliente. Et arrivé au centre-ville, le monsieur me dit, non, ma soeur, elle est en train de faire une réunion là. Donc, on va prendre le téléphone. Je vais prendre le numéro de sa fille qui est à la maison. C'est elle qui va nous ouvrir le portail. Moi, j'étais dans le besoin. J'ai pris le téléphone et puis je lui ai donné. Dès qu'il est rentré dans le bureau, soi-disant là où sa soeur faisait la réunion, à sa sortie, il est parti avec le téléphone. Et j'avais compris, bon, d'après moi, je n'avais pas trop compris ça. Et c'est quand j'ai expliqué ça à l'un des autorités de ce pays, c'est l'autorité là qui me dit que non, ce sont des gens là
les médecins qui ont envoyé des gens pour te ravir le téléphone, vu qu'ils savaient que tu avais les preuves. Et M. Gomez, le directeur du CHU, m'avait dit quoi quand j'étais dans son bureau? Que non, n'allez pas parler ça à la cité. Ce qui est passé ici à l'hôpital, n'allez pas parler ça à la cité. Ça, c'est le directeur du CHU qui me dit ça. J'ai dit, n'allez Vous pas dites parler ça à la cité, c'est-à-dire. Oh non, c'est. le directeur général du CHU, du centre Oui, oui, hospitalier de Brazzaville, Monsieur Gombe, vous avez dit, vous a fait interdiction d'en parler à quelqu'un d'autre et que ce qui s'est passé à l'hôpital devrait rester à l'hôpital. C'est ça. C'est le directeur de l'hôpital qui vous dit oui, ça. oui, oui, c'est lui. C'est lui qui me dit ça. Moi, je dis non, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Voilà pourquoi j'avais pris cette initiative de déposer la plainte. Et malheureusement, jusqu'alors, je comprends que c'est comme c'est des gens qui sont dans le même réseau et tout, parce que je ne peux pas comprendre la justice. Aujourd'hui, Monsieur Christian Perrin, on m'avait demandé de fournir tout le document de l'enfant. J'avais tout fourni. Mais jusqu'alors, il n'y a pas la suite. Le juge me dit, le jour qu'on m'avait auditionné, le juge me dit, vous savez que CHU, c'est une grande instruction, donc vous devez être prêt et chercher un avocat, engager un avocat. Et oui, j'ai un avocat que j'avais engagé. Oh, mais nous, on avait fait comme ça, comment dirais-je, on avait écouté monsieur, euh, comment on appelle Monsieur le gars Ekouya, là, c'est ça? Monsieur Ekouya? Ekouya Gaston, oui. Mais lui, il nous avait dit que non, tout ce que vous dites, c'est faux, et vous n'avez pas de preuves et tout. Et votre femme n'était pas bien suivie, tout machin. Je dis à monsieur le juge, tout ce que Ekouya Gaston vous a dit, c'est archi faux. Moi, j'ai des preuves. Oh, apportez-moi des preuves. Je leur avais apporté des échographies qu'on faisait, tous les ordonnances qu'on me donnait avant l'accouchement de l'enfant. Tout était en règle. Mais malheureusement, j'attends que, bon, on a une confrontation qui est en cours. Mais cette confrontation-là, depuis que j'étais auditionné le 20 mai jusqu'alors, le 20 mars plutôt, avril, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la suite. Et ce que j'ai remarqué encore, quand on était au renseignement généraux, il y avait des médecins qu'on avait auditionnés là-bas. Mais les médecins là, dans le service, au moment où nous, on était à l'hôpital, je n'ai jamais connu le nom là. Parce que quand je vérifiais des ordonnances, il n'y a même pas de nom De ce de l'autre médecin. là, des médecins là qu'on avait. Oui, de ce médecin. Donc, je trouve ça vraiment, je trouve pas ça trop clair. Je trouve pas ça Alors vraiment donc, clair. Parce que, voilà, après ce qui s'est passé à l'hôpital, vous avez perdu votre fille. Vous dites et vous réitérez d'ailleurs par erreur médicale et vous rappeliez d'ailleurs pendant cette période, vous avez constaté, et c'est ce qu'on vous a dit, d'abord il y a une infirmière qui vient demander à madame que s'est-il passé, c'est madame qui retorque, c'est vous qui devez me dire que s'est-il passé, et voilà, le professeur Ekouya vous fait savoir que ça doit être, enfin, avec ces mots, bien entendu, hein, il vous fait comprendre que ça devrait être une erreur médicale et que cela arrivait souvent dans leur hôpital. Quelque temps après, on vous dit qu'il faut amputer à nouveau le bras de l'enfant parce que la première opération n'avait pas réussi. Ce qui est fait, mais après, bon, l'enfant décède et vous décidez donc de porter l'affaire au tribunal. Et vous êtes menacé, c'est ce que vous nous avez dit. On vient vous piquer le téléphone parce qu'il se disait que il y a des preuves dans le téléphone, notamment les images et je ne sais pas si les audios aussi. Et donc vous arrivez au tribunal. Alors là-bas, le juge vous fait savoir que le CHU, le centre hospitalier de Brazzaville, est une grande institution. Il faut donc avoir un bon avocat et une façon de vous, en fait, de vous intimider pour dire ça ne sert pas de suivre, voilà, oui, cette voie parce que ça risque de ne pas aboutir. En réalité, en d'autres termes, c'est ce qu'il voulait vous dire. Ça, c'est le juge que vous le dit. Et vous constatez que depuis que vous avez porté plainte, voilà, ça tergiverse, rien n'est clair. On vous a auditionné, vous avez dit en avril, c'est ça. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'est clair. On ne vous a pas fixé une autre date, c'est-à-dire un autre rendez-vous formel pour repartir en justice, c'est ça?
Et ils vous disent d'attendre à Oui, la oui. maison. Il n'y a pas une... il me dit d'attendre à la maison. Mais pas une date fixe et tout. On me dit juste d'attendre à la maison. Et à l'hôpital, même, il y a des infirmières qui le disaient. Nous, si on arrive en justice, on gagne toujours. Et il y avait aussi l'autre là, un juriste au CHU qui m'avait dit l'affaire de parquet, vous allez faire juste des tours et jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer. Vous voyez, c'est un genre de raisonnement. Donc, d'après eux, ça ne sert pas de porter plainte parce que ça ne va pas aboutir. Et c'est Donc, ce que quand vous êtes en train, c'est ce que vous êtes en train de vivre maintenant là. Vous êtes en train de le constater. oui, Que oui, finalement, ce qui vous oui, avait oui, dit, c'est ce qui se produit. La justice ne veut pas suivre l'affaire sous prétexte que le CHU c'est une grande institution. Alors, est-ce pour dire que finalement, dans ce réseau criminel, il y a également, permettez que je le dise comme ça, mais c'est ce que moi je peux constater, qu'il y a aussi des juges là-dedans, c'est-à-dire les hommes de droit, les médecins et probablement aussi d'autres criminels qu'on envoie, des hommes à tout faire, ceux qui sont venus vous voler le téléphone, par exemple. Et finalement, c'est un grand réseau. Ça, c'est moi qui dis, hein, je porte la bien sûr, on peut responsabilité, dire ça n'a ça. rien à voir, ça ne vous engage pas, mais c'est le constat que je fais. Et donc, maintenant, là, vous êtes encore avec le tribunal et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez repartir au tribunal parce que le tribunal ne veut pas vous donner une date précise et vous demande d'attendre à la maison, c'est ça. Comme quoi, il y a trop de dossiers à traiter, c'est ça, à C'est instruire. ça. Et qu'est-ce que Mais, vous entendez? Qu'est-ce que... monsieur Perrin, Oui, il n'y a pas la question de trop bon, enfin, c'est moi il y qui a le pas question pense, de trop de parce que dossiers. je ne vois pas pourquoi la justice ne peut pas vous dire exactement quand est-ce que vous allez repartir. C'est à elle de vous fixer une autre date pour repartir avec votre avocat. C'est ça le problème. Dès lors que la date n'est pas fixée, le rendez-vous n'est pas C'est donné, ça suppose que votre affaire est classée et ça. la justice n'a rien à faire avec. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. Après, je peux me tromper. Mais c'est comme ça que je comprends ça. Et maintenant que vous êtes arrivé à ce niveau-là, Et qu'entendez-vous moi, faire? bon, monsieur Christian, moi, je veux que la justice soit faite. Parce que je ne peux pas comprendre. Je suis les informations, je suis les réseaux sociaux, que ce soit la chaîne nationale. Il y a des affaires qui sont passées après mon problème. Mais monsieur le procureur, il est là derrière cette affaire. C'est résolu le plus possible. Mais comme on m'avait dit au juge que CHU, c'est une grande institution. Donc, cela veut dire que cela veut pas dire que non, je veux fermer la bouche. Moi, j'avais dit, cette affaire-là, il faut que je trouve l'autre là, le coupable. Il faut que ça soit résolu. Je ne pourrai jamais fermer la bouche. Ça ne peut pas marcher. Même si c'est CHU, c'est des humains comme tout le monde. Ils ont posé acte. Ils doivent répondre à leur acte. C'est ça. Donc, la justice doit être là pour régler cette affaire. C'est pas pour Évidemment, me vous avez laisser raison. me La fermer la justice, bouche ou bien. voilà, la justice est au-dessus de tout le monde. La loi est au-dessus de tout le monde. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc, que ce soit des médecins, des docteurs, des professeurs, alors s'ils ont commis, ils doivent être entendus, ils doivent être sanctionnés. Et là, on constate malheureusement qu'il y a comme une certaine, enfin, je dirais, un silence coupable de la justice, sinon complice de la justice, c'est ce que je semble constater. Après, on va tenter de suivre un peu l'affaire jusqu'où ça ira, mais c'est déplorable. Si réellement ce que vous êtes en train de nous dire, c'est ce que vous êtes en train de vivre, j'ai bien envie de dire, c'est vraiment dommage de constater que toutes les administrations au Congo-Brazzaville sont corrompues jusqu'à la moelle. Mais c'est moi qui dis, hein, ça c'est de ma responsabilité. Il ne faudrait pas qu'on vienne vous dire que c'est vous qui avez dit. Alors donc, vous disiez comment vous allez faire maintenant que les choses semblent être presque gelées, bloquées, j'allais dire. Qu'allez-vous faire concrètement? Parce que là, déjà, si la justice ne peut pas régler votre Je, problème, c'est un peu difficile. C'est difficile et on ne sait plus pour qui travaille cette justice.
comme on vient de le dire, la justice est au-dessus de tout. Je sais que cette émission, beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment, me demandent vraiment de me porter en aide, euh, que cette affaire-là soit au clair. Si vraiment il y a des avocats qui suivent cette émission, que ce soit de ce pays ou à l'extérieur, me porter vraiment l'aide. Parce que Mais dis-nous, ce qui est Gadi, arrivé à moi, je ne comment... peux pas Oui, dire que je suis le premier oui, Gadi, victime. non, mais vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas la première victime. C'est sûr et certain que beaucoup d'autres vivent les mêmes situations. Alors, vous en appelez donc à l'aide des avocats, s'ils vous suivent, bien entendu. Il doit en avoir, hein, des Congolais de bonne foi, je le sais, mais aussi tout Congolais qui peut vous venir en aide, pourquoi pas, chercher à financer, par exemple, un cabinet qui pourrait vous défendre correctement. Et tout à l'heure, vous allez me dire qui est votre avocat et comment il s'y prend, parce que finalement, bon, si vous en appelez aux autres, c'est parce que vous pensez que votre avocat actuel ne fait pas son travail. Mais rappelez-nous d'abord votre contact, si jamais les gens peuvent vous contacter, comment feront-ils? C'est le 06 06, oui, 978 80. 978 80. 978 80. Oui. Oui, oui, c'est ça. Merci. Alors, Gadilou, nous sommes presque à la fin, disons à la fin de l'heure. Je vais donc Merci. vous laisser. Probablement que vous avez un tout petit message à adresser aux Congolais, j'allais dire au gouvernement, à ceux qui vous suivent, à la justice, aux députés, aux sénateurs, pourquoi pas, voilà, ceux qui pensent que votre situation doit être prise au sérieux et que probablement d'autres Congolais aussi en souffrent. Vous avez un petit message à envoyer, c'est quoi? Et ça sera à la fin, en quelques mots, bien entendu. Oui, mon message est que pour mes compatriotes, pour les Congolais, ce qui est arrivé à moi peut arriver à tout le monde. Ne fermez pas les yeux. On va lutter pour ce genre de cas qui nous arrive à tout moment. Et pour la justice, vraiment, ne soyez pas ingrats et une justice injuste. Et lui-même, le procureur de la République le dit, nul est au-dessus de la loi. Et je veux que la justice soit faite. Je veux que la justice soit faite pour cette affaire. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous êtes rapproché des ONG, des organisations non gouvernementales? Le cas, par exemple, du CAD, de Trésor Ndila, vous avez l'OCDH avec Parfait Mokoko, il y a bien d'autres ONG au Congo-Brazzaville. Vous avez aussi Joe Washington et Bina. Vous vous êtes rapproché de ces personnalités ou de ces ONG? Bon, je me suis rapproché aux deux ONG. Il y a Vous CDH avez Rock, et oui, Rock l'autre là. Roland Nzobo aussi, hein, qui est là. Oui, donc vous vous êtes rapproché de quelle ONG vous avez dit? C'est CAD et l'autre là. OCDH. Joe Washington, oui. Et Joe Washington et Bina. Malheureusement, surtout Joe Washington et Bina, sa secrétaire m'avait dit que non, vu que l'affaire est maintenant auprès de la justice, nous, on ne peut plus rien faire. Mais les autres ONG, je ne suis pas encore rapproché d'eux. Donc peut-être après cette émission ou demain ou peut-être la semaine prochaine, je veux m'arranger de me rapprocher auprès d'eux parce que je veux que vraiment, avant qu'on rentre en 2025, cette affaire-là soit résolue. Ça, c'est mon Alors, souhait vraiment. Parce que je ne dors pas. Je suis en sécurité parce que j'avais reçu des menaces de partout et tout jusqu'à ce que j'ai même quitté là où je faisais mes activités. Je ne suis plus là-bas parce que j'ai remarqué des menaces partout. Donc, je ne suis pas évidemment, en sécurité. non, vous avez raison. Les menaces, déjà dans votre cas, c'est très difficile parce que là, je me pose même la question de savoir si jamais vous avez un cas de santé, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez repartir vers ces mêmes hôpitaux et ça devient très difficile pour vous? Il faut qu'on règle votre problème. Vous êtes un citoyen congolais.
Et vos droits doivent être respectés, c'est la moindre des choses. Bon, maintenant, si on nous démontre que finalement, ni la police, la gendarmerie, ni la justice ne peuvent plus faire leur travail, à ce moment-là, ben, les Congolais prendront voilà, acte, savoir ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Bon, quant à Joe Washington et Bina, je sais qu'il est très sociable d'ailleurs. Je pense que le message est passé et que dire l'affaire est en justice, on ne peut plus intervenir. Bon, là encore, je ne sais pas si réellement l'information avait été transmise à la hiérarchie, donc à Joe Bida, je ne pense pas. Même quand l'affaire est en justice, les ONG interviennent toujours. Évidemment, c'est à ce moment que les ONG interviennent pour faire pression, peut-être pas pression, pour que, bon, voilà, justice soit faite en votre faveur, mais faire pression de sorte que le procès ait lieu et un procès équitable. Que le droit soit respecté, que justice soit faite. En tout cas, grand merci d'avoir été avec nous, de nous avoir encore partagé votre situation, très difficile d'ailleurs, et nous vous souhaitons bon courage dans l'espoir que les choses pourront cette fois-ci être décomptées. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Cela nous fera plaisir. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.